Vous, monsieur le grand rabbin, messieurs les administrateurs, chers amis, on va laisser les gens prendre la place. Le fromage. Vous avez la place à droite. Je remercie à tout le monde qui est venu ce soir. On va essayer de comprendre, ou de mieux comprendre, ce qui se passe dans le monde industriel, dans l'industrie agroalimentaire. Et c'est avec plaisir que je répondrai également à toutes vos questions. Shiurin, mechitzin, chatzitzin, halakha le Moshe Misinaï. On nous dit qu'il y a une halakha le Moshe Misinaï dans lequel on va définir quelle est la mesure qu'on doit prendre. J'ai chez moi un jardin d'enfants, il y a un balcon, la Torah elle dit qu'il faut mettre un maaké, ce maaké je dois le mettre à hauteur de Asarat Fahim, 10 Fahim, on va dire 1 mètre, et c'est valable que ce soit des enfants qui sont chez moi ou des joueurs de basket. Eux, ils ont apparemment besoin d'un rempart plus important, mais la Torah, elle nous dit il y a une mesure exacte. Voici la mesure. Elle nous dit un autre principe. Elle nous dit Achare Rabim La'atot. Lorsqu'il y a une décision du Sanhédrin, on va suivre la majorité. La majorité, c'est ça qui va être la vérité absolue. Il y a pourtant des avis qui disent le contraire. Mais on va, Acher Rabim La'atot, la Torah nous dit, la majorité, c'est ce qui fait foi. Et puis on a un autre grand principe, c'est le principe de Chazaka. Le principe de Chazaka, c'est de dire, aujourd'hui, j'ai vérifié le mikvé, il y a la quantité d'eau nécessaire, ben, il n'y a aucune raison que demain, le mikvé ne soit pas kasher. D'accord ? Il doit normalement être toujours kasher jusqu'à preuve du contraire. Ces trois vecteurs, c'est eux qui vont nous permettre de vivre dans les règles de la halakha. Je vais demander est-ce que ce produit est kasher ou pas. Je vais devoir m'interroger. Est-ce que il répond aux règles de la halakha? Est-ce qu'il y a une chazaka du fait que j'ai visité il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 6 mois cette usine? Peut-être ça a changé. Est-ce que j'ai pris la bonne mesure? Qu'est-ce que ça veut dire la bonne mesure? Oui, effectivement, il y a des principes de bitoul, c'est-à-dire qu'il y a la présence d'un produit interdit, mais sa quantité étant infime, cela n'a pas d'implication sur le produit. Alors, pour pouvoir mener l'enquête, je suis obligé de visiter, d'interroger le propriétaire de l'usine. Et on nous dit que une personne, même si elle n'est pas juive, elle est néhéménet, elle est crue. Pourquoi? Parce que Ouman lomara le umnoté, c'est-à-dire que un homme, un professionnel, il veut pas, c'est son métier, de dire la vérité, de dire ce qu'il fait. Et s'il va être pris dans son mensonge, il y a un risque
par rapport à ses réputations professionnelles. Et on nous dit, il y a aussi le principe du Kfela Armelae. Qu'est-ce que c'est le Kfela Armelae? C'est un cuisinier. Ici à Lyon, vous avez Paul Bocuse. Lorsqu'il va goûter quelque chose, on peut se fier sur ce qu'il va dire. D'accord? C'est le Kfela Armelae. Quand on va réunir tous ces paramètres-là, on va pouvoir avancer et essayer de savoir est-ce que ce produit-là, il est cachère, est-ce que je peux le consommer, oui ou non. Mais on a un problème. On en a parlé ce matin un peu. On a un problème, c'est notre langage. Lorsque on va parler de poisson, pour nous, on a grandi depuis tout petit au Ghana, on nous a dit qu'est-ce que c'est un poisson? Des écailles et des nageoires. Donc on vit avec un vecteur qui est la cache-route. Comment est-ce que ce produit il est? Le poisson, pour être caché, il a besoin d'écailles et de nageoires. Et c'est tout le temps ce qu'on va répéter. Donc lorsque je vais visiter une usine qui fait des filets de poissons, et je lui demande est-ce que vos poissons ont des écailles et des nageoires? Il me dit bien sûr. Et que le deuxième poisson que je rencontre dans l'usine, c'est des anguilles. Et je lui dis où ils sont les écailles et les nageoires. Et le propriétaire me dit mais monsieur le rabbin, il n'y a aucun problème. De toute façon, on va écailler tous nos poissons. Ils seront sans peau et vous n'aurez plus aucune écaille et aucun nageoire. D'accord? Donc ça veut dire que tout ce que le Ouman, le Marale, Oumnouté, tout ce qu'on a dit que il risque, il va pas mentir, mais si il peut retourner l'histoire, nous le faire à l'envers, alors il n'y a plus aucune discussion possible. Parce que eux ne parlent pas le même langage que nous. Je l'ai dit ce matin aussi. Un jour, je suis allé dans le Beaujolais et le propriétaire de la cave me dit « Monsieur le rabbin, je voudrais vous faire connaissance avec mon chien. Il s'appelle Nabucodonosor. » Alors déjà, de faire connaissance avec un chien, c'est déjà quelque chose qui n'est pas commun pour un rabbin. Et ensuite, le nom de Nabucodonosor, ça a une association à quelque chose de négatif. Et donc, je lui parle du Beth Amikdash, je lui parle de Nebuchadnezzar, etc. Et je suis en train en ébullition, et puis lui, il ne comprend pas. Il me dit, qu'est-ce que c'est Jérusalem? Qu'est-ce que c'est le temple? Qu'est-ce que c'est la destruction du temple? Et puis, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une dénomination pour les bouteilles dans le Bordelais, mais également dans le Beaujolais, sur des tailles de bouteilles. La bordelaise, elle a 75 centilitres. Le Magnum, il a 1,5 litre. Le Jéroboam, il a 3 litres. Le Rechavam, il a 4,5 litres. Le Mathusalem, il a 6 litres. Le Shalmanazar, il a 9 litres. Le Balthazar, il a 12 litres. Le Nebuchadnezzar, le Nabucodonosor, c'est 15 litres. Le Melchior, c'est 18 litres. Et le Shlomo HaMelech, lui, c'est 30 litres. Alors, c'est un tonneau donc il y a quelqu'un qui avait des connaissances bibliques, exactement, et qui a décidé que pour chaque bouteille, il allait lui donner le nom d'un roi ou d'un dirigeant par rapport à un certain volume. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il appelait son chien Nabucodonosor parce qu'il avait 9 kilos, 9 litres. Il correspondait, 15 litres.
15 litres, donc 15 kilos, il avait l'air à peu près comme un Nebuchadnezzar. Cela veut dire que lui, il parle de quelque chose, moi je parle de quelque chose d'autre. Lorsque je me suis rendu en Corse pour vérifier du nougat, et j'ai vu la quantité de miel qu'il y avait dans ce nougat. J'ai dit, mais comment est-ce que vous faites que ce nougat n'adhère pas au plastique? Il m'a dit, mais monsieur le rabbin, on a notre poudre de perlimpinpin. Je dis, je voudrais bien avoir les composants de cette poudre. Et c'était 30% de talc, 30% d'amidon et 30% de poudre de lait. Et grâce à ça, il laissait donc ce produit et il le laissait assécher pour qu'ensuite, malgré la grande quantité de miel, le nougat n'adhère pas au plastique. Alors, je dis, mais vous ne l'avez pas donné les ingrédients? Il me dit, mais c'est des auxiliaires de fabrication, ce ne sont pas des ingrédients. Je ne mets pas de poudre de lait dans ce produit, je ne mets pas d'amidon dans ce produit, je ne mets pas de talc dans ce produit. Je me sers comme adjuvant, comme auxiliaire de fabrication, mais à aucun moment cela fait partie des ingrédients de ce produit. Et puis alors, je vais dans le deuxième laboratoire, et là-bas, il faisait des magnifiques fruits confits. Et je lui dis, mais comment est-ce que vous arrivez à donner une DLUO de 6 mois sur un produit sans mettre de conservateur, sans mettre d'antioxydants? Il me dit, mais regardez, on utilise de l'acide tartrique, donc qui est à base de vin, pour arriver à un pH neutre. Et grâce à ce pH neutre, on a un temps de conservation plus long. À nouveau, mais pourquoi vous ne m'avez pas parlé de cet acide tartrique? C'est un agent, c'est un auxiliaire de fabrication. Alors, vous savez, un jour, il y avait, vous savez, les Ashkenazim, les pauvres, à Pessah, ils n'ont rien à manger. D'accord? Non seulement ils ne mangent pas le chametz, ça c'est comme tout le monde, mais ils ne mangent pas les kitniot. D'accord? Donc il n'y a pas de fèves, il y en a même qui ne mangent pas des haricots, etc., etc. Donc, ils sont au régime pommes de terre, œufs. Parce que vous savez, les pommes de terre n'existaient pas au moment où il y a eu la xéra de Kitniot, parce que s'ils avaient existé, même les pommes de terre, on ne pourrait pas manger. Donc, ils ont des pommes de terre et des œufs. Et puis, un jour, quelqu'un a pris un œuf et il l'a mis dans l'iode et c'est devenu bleu. Il a dit, il y a de l'amidon. Interdiction de consommer des œufs. Bon. Je reçois un coup de téléphone de Tnouva, ils me disent, écoutez, il faut absolument que vous alliez demain à Valence, à côté de l'arrêt du TGV, il y a une usine d'encre, l'usine Image, I-M-A-J-E, et c'est elle qui fait l'encre pour les œufs. Donc pour nous, certainement le problème de Hametz qu'il doit y avoir, c'est dans l'encre, parce qu'on ne voit pas dans l'œuf qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème d'amidon. Donc est-ce que vous pouvez aller vérifier cette encre? Alors on arrive dans cette usine, incroyable, une usine ultra moderne, des machines ultra perfectionnées qui arrivent avec un jet d'encre à écrire sur une surface concave, c'est pas une surface plate, donc il faut que les lettres soient les mêmes. Donc il y a un œil électronique qui mesure la distance entre la buse dans laquelle va sortir l'encre. Pas seulement ça, mais la température le matin au kibbutz, à 5 heures du matin, il fait très froid, et à midi, il fait très très chaud. Tous les sofrim savent qu'ils ont de l'encre d'été et de l'encre d'hiver. Pourquoi? Parce que la concentration n'est pas la même pour pouvoir avoir un Sefer Torah qui n'est pas menoumar, qui est toujours
avec la même qualité d'encre. Donc il y a l'encre d'été et l'encre d'hiver. Donc eux, ils ont dit, il nous faut une encre d'été à midi et une encre d'hiver le matin. Donc ils sont arrivés aussi à mettre une courbe qui sera inversement proportionnée à la température pour avoir un diluant dans cette encre pour pas que l'encre se fige dans les buses et avoir une écriture qui est parfaite. Donc vous voyez, c'est de la haute voltige au niveau technique. Donc j'arrive dans l'usine et puis je dis, voilà, il faut qu'on voit les ingrédients parce que il y a un chashash, il y a de peur qu'il y a du chametz. Il m'explique, vous savez, lorsque la loi est la suivante, c'est que lorsque vous écrivez sur une bouteille, alors cela peut être de l'encre d'origine minérale, de l'encre de pétrole, mais l'encre qui va sur un aliment, donc sur le fromage ou sur l'œuf, il faut impérativement qu'il soit comestible. Il faut pouvoir prendre, monsieur, un verre d'encre et dire chez Akol Nié Bidvaro et pouvoir le boire sans aucun problème digestif. Ok. C'est pourquoi, vous allez voir, tous nos produits sont des produits naturels. Et alors là, je me retrouve vraiment comme un sophère avec Canus, Cantum, etc. Tous ces produits naturels qui existent dans la nature et qui sont des colorants. D'accord ? Et donc, il y a du monde végétal, du monde animal. Mais j'ai rien trouvé de chametz. Il y avait des problèmes, entre guillemets, de cache-route, mais pas des problèmes de chametz. Donc, j'ai tout de suite téléphoné. Je dis, on peut faire une formule où il n'y a pas d'encre de sèche, où il n'y a pas de cochni, etc. Mais il n'y a pas de chametz dans toute leur composition. Et finalement, ils ont refait leur recherche et ils se sont rendus compte qu'en fait, les poulaillers n'étaient pas très propres et que le fait qu'il y avait des résidus du manger des poules faisait qu'il y avait des restes d'amidon dans le poulailler et quand l'œuf tombait, et qu'il était un peu chaud au moment de la sortie, il y avait de l'amidon qui se collait sur la surface de l'œuf et c'est pourquoi ils ont décidé de nettoyer le poulailler et à partir de ce moment-là, ils n'avaient plus de problème. D'accord ? Donc, les problèmes, il faut les étudier jusqu'au bout, comprendre exactement ce qui se passe, comprendre qu'il peut y avoir deux usines qui vont faire le même produit, une est totalement cachère et l'autre ne l'est pas. Lorsque vous allez dans un pays de l'Est, vous vous rendez compte qu'il y a une usine qui fait le produit pour tout le pays. Pourquoi ? Parce que c'est un système communiste où on s'est dit il faut que les gens aient de la compote de pommes. Donc on va faire une usine qui fait de la compote de pommes du matin au soir pour l'ensemble de la population. Vous allez en France et puis vous vous rendez compte qu'en fait il y a 5 usines de la même marque dans différents endroits en France. Et puis on se rend compte qu'en fait la première usine c'était une usine familiale qui était dans le Vercors parce que il y avait le fruit nécessaire. Et ensuite, elle s'est développée économiquement, la qualité du produit, et qu'elle a racheté son concurrent qui était en faillite, qui était en Bretagne. Donc il y a une deuxième usine de la même marque en Bretagne. Et puis maintenant, il s'est rendu compte qu'au niveau logistique, il a besoin d'une troisième usine dans le sud de la France parce que le transport est trop cher. Et donc, il va acheter une usine dans le sud de la France. Donc, il va avoir 3 usines qui, peut-être au niveau cache-route, ne sont pas du tout identiques. Dans l'une, il va y avoir encore une fabrication de pâté qui fait qu'il y a un retour de vapeur sur ces compotes de pommes. Et donc un problème de contamination croisée qu'il n'y a pas dans les 2 autres usines. Tout ça, il faut le savoir. Alors,
lorsque il y a eu un jour... Pardon? Oui. Alors, lorsque les gens ont commencé à vouloir limiter leur consommation en sucre, mais les gens veulent quand même un goût sucré. Alors, il y a deux écoles. Il y a une école qui va dire on va mettre de l'aspartame, de l'acésulfame, etc. Et il y a des gens qui ont très peur de ces noms et ils disent ah, on ne sait pas encore si ça va pas être avoir un effet notoire et créer d'autres maladies. Et donc il va y avoir des produits allégés en sucre. On va utiliser d'autres substituts, ou par exemple, un de ces substituts, c'est des concentrés de jus de raisin qu'on va utiliser comme matière sucrante, qui vont donner ce goût sucré à ma confiture, à ma compote, et on pourra écrire allégé en sucre. D'accord? Puisque ça ne c'est plus un sucre, c'est une matière sucrante d'un concentré. Donc on est arrivé à détourner la législation sans avoir à mettre le produit. Il y a des fois des usines d'arômes qui reçoivent des colorants, ça peut être des anthocyanes, ça peut être d'autres, ça peut être des anthocyanes à base de raisin ou à base de radis, pour colorer l'arôme, et ensuite il y aura marqué en grand sur le produit, sans colorant. D'accord? Arôme naturel sans colorant. Oui, parce qu'ils ont fait infuser l'arôme dans le colorant. Alors, c'est pourquoi il faut toujours apprendre à lire les étiquettes. Lorsque on a un produit et qu'on se rend qu'il est sucré, ben, peut-être que avec la petite virgule, quand il y a marqué sucre au pluriel, la législation permet de rajouter autre chose que du sucre naturel. On a parlé du rov, de la majorité. La glycérine, on peut la fabriquer d'origine végétale et on peut la fabriquer d'origine animale. Alors, ça va être fluctuant par rapport à la fabrication de biodiesel, dans lequel il y a donc une partie de glycérine. Alors, selon est-ce que on veut fabriquer du biodiesel ou pas en fabriquer, qu'on va avoir des grandes quantités de glycérine d'origine végétale, donc qui vont faire baisser le prix de la glycérine végétale, et alors personne va acheter la glycérine d'origine animale. Est-ce qu'on peut savoir ou pas savoir? On sait que, comme on a dit au début du shiur, on doit suivre la majorité. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque on peut vérifier? Il y a une traçabilité. On peut, grâce au code barre, savoir exactement la provenance. Alors, est-ce qu'il y a une obligation de vérifier ou pas? C'est une grande question. Parce que, de manière extérieure, nous n'avons pas l'information, mais il y a une possibilité de creuser et d'avoir l'information. Et le Shach dit la chose suivante: Kol safek b'chisaron yedia mikre safek shotim. Un safek qui est lié à la méconnaissance des faits, eh bien, ce n'est pas un safek. Il faut creuser, il faut savoir, il faut s'interroger. Vous savez que lorsqu'on a un doute, si c'est Boré Pri Adama ou Boré Pri Aes, on peut faire Boré Pri Adama. Ce n'est pas qu'un doute parce que je ne sais pas si c'est un fruit de l'arbre ou un fruit de la terre. Ça, il faut regarder sur Wikipédia et se renseigner. C'est que
la forme de cet arbre, est-ce que c'est une liane, et les chachamim, ils ont un safek, est-ce que chaque année ça se renouvelle ou ça se renouvelle pas, il y a un safek, est-ce que c'est Boré Priadama ou Boré Priadama? Alors on peut faire Boré Priadama, mais pas que le Chisaron Yudia, je sais pas et donc je fais pas. Amen. Les bonnes pratiques dans les usines. Ces bonnes pratiques vont être à géométrie variable selon la législation en vigueur dans le pays. On va mettre le point sur les OGM en Europe. On va se retrouver avec des sirops de glucose de blé. Donc on va avoir le même produit fabriqué en Europe et qui sera totalement chametz. Et ce même produit aux États-Unis, il va être fabriqué avec du sirop de glucose d'origine de maïs et peut-être de maïs OGM ou peut-être pas d'OGM, mais en tous les cas de maïs. Et personne n'a peur là-bas. Et donc, ce produit va être kitniot et il pourra être kasher le Pessah pour ceux qui consomment des kitniot. Donc, ça va être une différence énorme selon comment est-ce que le produit est fabriqué. Et souvent, on me demande, mais comment est-ce possible que le même produit, dans le nord de l'Europe, il est permis, et dans le sud de l'Europe, il est interdit? On a vérifié sur une liste, oui. Il y a, par exemple, et pour des questions de logistique, il y a une usine d'aspartame qui se trouve en Belgique et une qui se trouve en Espagne. Celle en Espagne, elle couvre tout le sud de l'Europe jusqu'à Lyon. Et au-dessus de Lyon, pour le nord de l'Europe, c'est une usine belge. Et comme ça, au niveau de distance, on respecte, comme le transport est quelque chose de cher, et ben on a découvert que l'un mettait sur du lactose et l'autre mettait sur du dextrose. Et le dextrose, il était chametz. D'accord? Donc on va avoir un aspartame qui en poudre sera entièrement kasher le Pessah, mais lorsqu'il sera en tablette, dans le sud, il sera chalavi, et dans le nord, il sera chametz. Donc des choses qui sont totalement différentes, alors que le produit a l'air exactement le même. Mais les pratiques ne vont pas être forcément les mêmes dans les deux usines. Il y a des produits qui vous paraissent exactement les mêmes et ils sont beaucoup moins chers dans une autre enseigne. Et vous regardez dans les petites lettres et vous vous rendez compte que ce n'est pas le même produit. Dans l'un, il y a 25 centilitres et dans l'autre, il y a 22 centilitres. Et quand vous regardez bien les ingrédients, vous vous rendez compte qu'il y a, dans celui de 22 centilitres, il y a également de la gélatine. Et vous dites, mais quel est le rapport entre mon yaourt et de la gélatine? Eh bien, ils ont décidé que pour encore 1 millimètre, pour que ça ait l'air un peu plus rempli, c'est moins cher d'utiliser de la gélatine sur ce yaourt
que de mettre un peu plus de crème ou un peu plus d'un produit noble qui va être un peu plus cher. Donc vous allez avoir le même produit dans deux endroits, l'un qui est strictement cachère et l'autre qui est problématique. Je n'ai pas dit que la gélatine, c'est d'après tout le monde interdit, mais en tous les cas, c'est problématique. Alors, on n'est pas là ce soir pour parler de l'abattage des animaux, mais il faut savoir que les choses sont vécues totalement différemment dans chaque pays. C'est-à-dire que il y a des pays où la force politique, elle est très importante. Et les organismes pour le bien-être animal ont une grande place. Ils sont un lobby important. Et donc, souvent, ces abattoirs, ils voudraient bien nous voir en dehors de leurs abattoirs. Même si, pour eux, c'est une part de marché, mais pour eux, politiquement, c'est pas très correct de faire de l'abattage rituel. Il y a des pays où, tout simplement, lorsque on vient avec des devises, on est maître sur place. Alors, c'est pas seulement dans l'abattage. C'est également dans les usines. Dans la majorité des usines dans le nord de l'Europe, on ne peut pratiquement pas faire de changement. Ils disent, ah non, 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 ce nettoyage, ça nous coûte trop cher, on ne veut pas changer de fournisseur pour cette matière première, on travaille avec des personnes, donc on ne va pas changer, donc on ne pourra pas produire pour vous. Dans le sud de l'Europe, ils sont beaucoup plus arrangeants, souples, pour pouvoir faire des produits de manière différente. Et dans les pays de l'Est, encore beaucoup plus. Ils sont même prêts à vous mettre à disposition. Et si les relations sont bonnes, ils disent, ben, on va faire que toute notre usine, elle soit cachère. Pourquoi est-ce que c'est schnitzel vegan que vous faites? Pourquoi est-ce qu'on va faire juste une production spéciale pour Israël ou pour les États-Unis? On va faire que toute notre usine soit avec des ingrédients, des arômes, etc., cachers. Ces relations, on peut également les établir en Europe du Nord, mais c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile parce que, justement, il y a soit ces lobbies, soit des relations un peu plus difficiles avec la communauté juive. Toutes ces choses-là ont une influence sur les productions industrielles. Alors, il faut comprendre comment fonctionne l'industrie agroalimentaire, mais il faut également comprendre l'économie. En effet, une usine en France, elle ne peut pas être fermée. Et c'est pourquoi, pendant longtemps, les conserveries faisaient des multiproduits, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la sauce tomate, ensuite de la compote de pommes, ensuite d'autres purées de fruits, etc., etc., durant l'année. Et puis on s'est rendu compte qu'avec le réchauffement climatique, on a des fois des périodes de 15 jours, 3 semaines où il n'y a rien. Les pommes ne sont pas encore mûres et les tomates sont déjà toutes épuisées, il n'y a plus rien à faire. Et pendant ces 3 semaines-là, les employés sont là et on paye l'URSSAF et on n'a rien à leur donner à faire. Et c'est pourquoi le gouvernement français avait décidé d'investir dans ces usines-là pour pouvoir faire des multi-sous-produits du même produit. Donc, c'est-à-dire on va faire des tomates toute l'année en faisant des tomates on va concentrer et on va faire des fûts de 75 kilos. On va les garder
Et ensuite, on va rouvrir ces fûts de 75 kg et on va faire des petits pots de 250 grammes, de 125 grammes, la bolognaise avec des pâtes, avec des morceaux de viande, des morceaux de viande hachée, etc., des plats cuisinés. Donc tout va être centré sur la sauce tomate, mais en diversifiant les produits. Et vous imaginez bien les problèmes qu'il peut y avoir de contamination croisée, les problèmes de retour de vapeur, les problèmes de kélim, d'ustensiles qui vont être utilisés de manière mixte pour des produits carnés et peut-être des produits aussi au fromage. Alors vous savez qu'il y a 4 usines en Italie de la marque Muti, qui est un des leaders mondiaux en sauce tomate. Et donc ils ont souhaité être sous surveillance rabbinique du Starkey des États-Unis. Et ils ont vu que 3 usines étaient parfaites. Et une usine, elle faisait pour la fin de l'année de la sauce tomate au parmesan. Et donc il y a un problème de fromage, etc. Et donc comme ils sont sous Ashgaha, donc ils ont pu bloquer un nombre de semaines où ils font une sauce tomate au parmesan. Et ensuite, ils cachérisent l'usine et ils continuent donc en étant cachère toute l'année. Ça, c'est quelque chose qui, lorsqu'on accompagne les usines, est souvent faisable, de dire, vous êtes cachère 6 mois et 6 mois pas cachère. C'est-à-dire que pendant 6 mois, donc on va cachériser pendant la période où ils ne font pas de produits problématiques. Et souvent, même chez les distilleurs, on peut aussi arriver à faire un cahier des charges. Et chez les distilleurs, on peut très bien le vérifier parce qu'ils ont un cahier. Ils sont obligés d'inscrire exactement toutes les entrées, toutes les sorties au milligramme près parce que c'est taxé. Et il y a, grâce aux champignons des alcools qu'il y a sur le plafond, la répression des fraudes arrive à vérifier ce qu'on est exactement au niveau des déclarations, d'accord ? Et il y a des usines, des distilleries où on peut leur dire, écoutez, jusqu'à ce que vous fassiez rentrer votre grappa ou votre marc de Gewürztraminer à la distillation, ce sera au mois de novembre. Donc vous êtes cachère de mars à novembre. D'accord ? Donc tous les produits, tous les fruits que vous allez faire, que vous allez distiller sont cachères. Et ensuite, on déclasse à partir de novembre, votre usine n'est plus cachère. Donc tous les produits qui sont faits à partir de novembre jusqu'à mars ne seront pas couverts par le certificat cachère, etc. Donc ça, c'est l'organisme de cacheroute, il doit définir le nombre de visites nécessaires, le contrôle nécessaire, le contrat à mettre en place, parce que des fois, ils ont plusieurs fournisseurs, parce qu'ils ne veulent pas être à court de fournisseurs, et 2 fournisseurs sont cachères, et 2 fournisseurs ne le sont pas. Alors, ils peuvent ne pas l'être parce qu'ils ne sont pas cachères, ils peuvent ne pas l'être parce que c'est compliqué de faire du cachère dans cette usine, et ils peuvent ne pas l'être parce que tout simplement, on ne peut pas visiter ces endroits parce que ce sont des endroits dangereux, au Soudan ou d'autres endroits, où le Misrad Achutz, on ne vous conseille pas à un juif d'aller se promener là-bas, d'accord ? Donc on doit quand même faire Venishmartem Ma'od le Nafshotechem, faire attention de ne pas rentrer dans un danger lorsqu'on va surveiller des produits. Alors, il y a une législation qui permet de gonfler des produits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a du poisson, et lorsqu'on arrache la peau du poisson, eh ben, il perd du poids. Il y a des lymphes qui se trouvent entre la peau et la chair de poisson, et lorsque vous arrachez le poisson, la peau, vous avez 150 grammes, et l'autre produit et la chair, vous avez 850 grammes, et quand vous pesez au bout,
vous avez 150 grammes et 820 grammes. Vous avez perdu 30 grammes. Donc il y a des liquides qui partent lorsqu'on va fileter le poisson. Et la législation européenne autorise à regonfler le produit à cause des pertes. Alors au début, ils ont mis de l'eau pour gonfler le poisson. Ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas tellement bien. Et ils se sont dit qu'il valait mieux réingurgiter des protéines de poisson qui, elles, au niveau de la chaîne, permettent mieux que la structure du poisson. Et ces protéines, ça vient de Chine, du tout vent, quoi, de toutes sortes de poissons. Donc, aussi, il y a une obligation d'inscription. Il y a une obligation d'écrire. C'est-à-dire qu'on a le droit de le regonfler, mais c'est marqué avec ajout de protéines. Donc, il faut faire très attention. Donc, même quand on achète un poisson qui a l'air anodin, un saumon, eh ben, il faut regarder exactement les ingrédients. D'accord? Très important toujours d'ouvrir les yeux, de regarder les ingrédients. Alors, après le corona, tout le monde m'appelle et il dit « Oui, mais je vois sur chaque saumon fumé, il y a marqué vinaigre. Qu'est-ce que c'est ce nouvel ingrédient ?» Et en fait, pendant la période du corona, il y a eu des laps de temps où il n'y a pas eu de fabrication. Et ce sont des usines où le développement de salmonelle est une obsession. C'est-à-dire que tous les jours, on va vérifier chaque table, qu'elle soit bien nettoyée et qu'il n'y a pas, dans un coin où on n'a pas bien nettoyé, où il y a une salmonelle qui peut se développer et ensuite toute la production est contaminée. Et ils se sont rendus compte que en nettoyant les tables avec du vinaigre, eh ben, ça baissait le risque à 0. Et il y a maintenant un spray de vinaigre. Donc, c'est un vinaigre qui a été asséché, c'est un spray, qui a le OU, qui est certifié, avec lequel on nettoie toutes les tables dans l'industrie du poisson. Mais il y a une obligation au niveau de la législation de mettre vinaigre. Donc ce vinaigre, non seulement il est cachère, mais ce n'est pas non plus un produit qui rentre dans la composition. Et donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc lire les produits, il faut demander et ensuite pas toujours s'inquiéter parce qu'il y a des choses qui sont faisables, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui sont cachères mais on ne le sait pas. Donc il y a une obligation de s'informer tout le temps pour savoir l'évolution et de la manière dont les produits sont fabriqués et pas croire que tout ce qui est dit dans une émission à la télé, tout scandale, c'est la réalité. Un scandale, ça veut dire c'est quelque chose qui ne doit pas être et qu'on a triché. Et lorsqu'on a triché, il y a des klalim. Est-ce qu'on doit craindre qu'il y ait de la triche ou on ne doit pas craindre qu'il y ait de la triche? Il y a des halachot. D'accord? Donc nous, comme on a dit au début du shiur, nous, Baruch Hashem, comme on a une halacha, on est sécurisé parce que si on fait ce que la halacha elle demande, on a mis un maaké, on a mis un rempart au balcon, eh ben on est safe au niveau de la sécurité. On a fait ce que la Torah nous a demandé. La même chose dans la cache-route. Il peut y avoir des scandales alimentaires, mais lorsqu'on a vérifié l'usine d'huile, on ne doit pas craindre qu'ils ont pris du saindoux et qu'ils l'ont purifié, qu'ils l'ont désodorisé, qu'ils ont pu ensuite le rentrer dans le beurre de manière... Il y a eu des fraudes pareilles, mais ce sont des fraudes. Ça reste des fraudes. Et donc, il faut essayer de faire le maximum. Mais ça reste notre obligation et on n'a pas plus. Donc, c'est quelque chose qui, quand même, nous
nous rassure, parce que si on a fait ce qu'on devait faire, on a fait la shmira qu'on devait faire, on a suivi la chazaka, on ne doit pas s'inquiéter à chaque instant de dire peut-être qu'il y a eu un changement, peut-être qu'il y a eu un produit interdit qui est rentré. Alors, dans les matzot, on est à un autre niveau. Quelle est la différence entre une matzah shmura et une matzah normale? Eh bien, je dirais que la différence, c'est vérification en amont ou vérification en aval. C'est-à-dire que la Gemara, elle nous dit, oui, j'ai une pâte, je peux vérifier, selon s'il y a des stries, d'une certaine manière, que cette pâte, elle est devenue chametz ou elle n'est pas devenue chametz. La matzah shmura, on me dit, non, il faut que tu sois proactif, que tu vérifies du début à la fin, que ça ne devienne pas du chametz. Et ça, c'est ton obligation. Ou shmartem et amatzot, tu vas garder que ça ne devienne pas du chametz. Mais si je n'ai pas gardé, j'ai le moyen de vérifier est-ce que c'est devenu du chametz ou pas. Alors c'est vrai que aujourd'hui, la farine, elle est beaucoup plus pauvre en gluten et que peut-être les paramètres ne sont plus les mêmes, mais en tout cas, nous, on doit continuer à suivre. Et ce que Chazal nous ont donné, ben, on continue à le faire. Et même si ensuite on va faire une pâte, et puis tout d'un coup, on voit qu'elle ne part pas du tout en fermentation. Oui, il y a des produits qui, à cause de la température, ne vont pas partir en fermentation, alors que la Gemara, elle nous dit, oui, mais au bout de 18 minutes, ça devient du chametz. Donc il peut y avoir des paramètres qui sont changés. Un jour, on avait deux cuves de vin, une non cachère, une cachère, et la cachère ne partait pas en fermentation. Et le propriétaire de la cave était très nerveux. Il a dit, mais ça ne part pas en fermentation, ça va devenir du vinaigre. Et il me dit, écoutez, j'ai une proposition, qu'on prenne une canule depuis le vin non cachère, qu'on mette sur le vin cachère, et grâce au gaz qui va se dégager, il va y avoir une contamination et un départ en fermentation du vin cachère. J'ai dit, écoutez, moi je suis demain en Israël, je vais rentrer chez le Rav Wosner, je vais lui demander la question. Je suis allé chez le Rav Wosner, je lui ai dit, voilà, ça c'est la proposition. Il m'a dit, c'est d'avar shen bo mamash, veze mutar. Il m'a dit, ce gaz-là, c'est une émanation qui n'a pas de consistance, et c'est permis. Alors le Rav Klein qui était à côté de lui dit, ça veut dire aussi qu'on peut prendre du gaz extrait de bière pour faire des boissons pour Pessah. Il a dit, inachinami, c'est vrai. Le gaz extrait de bière, il n'est pas chametz. Donc ça veut dire que des fois, il faut savoir poser les questions exactes et puis on peut trouver des solutions, même sur des problèmes qui nous paraissent insolvables. Oui, on peut trouver des solutions. Alors, on a des fois des surprises. Il y a des fois des choses qui ne devraient pas arriver. Je suis allé dans une usine une distillation, donc il y avait du cognac, il y avait du whisky, et c'était pendant le Corona. Il nous dit, écoutez, nous, on a transformé une partie de notre cognac, une partie de notre whisky en alcogel. D'accord? Parce qu'il y avait un besoin pressant, une demande, donc ils ont utilisé, c'est pas normal, d'accord? On n'utilise pas du cognac pour faire de l'alcogel, ça se fait jamais. Mais en période de crise, il peut y avoir des changements, même sur la chazaka, même sur quelque chose dont on a été habitué, parce qu'il y a d'autres paramètres qui viennent. Le fait que des frontières soient fermées fait que on n'a plus les mêmes fournisseurs, et des fois, il y a des usines qui m'ont appelé, écoutez, le fournisseur que vous exigez ne peut plus nous livrer
parce qu'il y a un problème de frontière, il y a un problème avec la guerre en Ukraine. On n'arrive pas à débloquer la marchandise qui se trouve en mer Noire, donc on est obligé de se fournir autre part. Donc c'est des choses qui arrivent, ce sont des vecteurs qu'il faut prendre en considération, et puis après, Imir Sachem, on arrivera à pouvoir donner les meilleures certifications et les meilleures garanties pour pouvoir manger kasher. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Oui. Pour la sauce tomate mixte, par exemple, si elle est cachère pour 9 mois sur 8, comment le consommateur peut être informé de ça en fait? Il n'a pas besoin d'être informé parce que toute cette partie-là, elle est déclassée et elle est vendue en Italie dans un groupe bien restreint. Nous, en France, on ne peut pas l'acheter. On peut toujours acheter. En France, on peut l'acheter. On peut acheter toute la mutie, toute l'année, sans aucun problème. Vous avez dit celle qui est produite avec du parmesan, elle est différente. Oui, et elle reste dans un marché très spécial. Donc, par rapport aux farines d'insectes qui Très bien. maintenant dans les bonbons, dans les... Alors d'abord, il y a une obligation de marquage. Il y a même un sigle comme les produits où il y a trop de sucre et les produits où il y a des graisses insaturées, où il y a un sigle qui doit être marqué donc, sur les produits. Donc pour ces produits-là, c'est marqué, d'accord? Donc il faut ouvrir les yeux, regarder et voir. Il est vrai. Pardon? C'est marqué dans les ingrédients. C'est non seulement c'est dans les ingrédients, mais à côté des ingrédients, il y a un sigle qui le montre. D'accord? Donc ça c'est la première chose, pardon? C'est quoi? Farine de... Oui, farine d'insecte ou farine de... Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir qu'en Eretz Israël, il y a déjà 2 usines qui en fabriquent, kasher. D'accord? Avec quoi? Voilà, la farine de sauterelle. D'accord? Donc, pardon? Ça, je ne sais pas. Moi, j'étais une fois. Moi, j'étais un jour à. Moi, j'étais un jour à Warzaza. On les a mangés, Gabi. Tempête de sauterelle. Ça couvre la voiture, vous ne voyez plus rien. C'est impressionnant. Oui? Oui. Ouais. La vanille. Regardez les ingrédients, marqué vanille naturelle. Ouais. Or, cette vanille naturelle, elle n'est pas naturelle. Elle est à base de castor. L'animal castor. Comment se fait-il qu'il ne le précise pas? On fait de la vanille avec du castor. Ok, regardez, moi je certifie beaucoup d'usines de vanille à Madagascar, à Orange, à. La vraie vanille, oui, il n'y a pas de problème. Le sirop pour la toux pour les enfants, c'est là, avec de l'escargot. Il y a des produits à base d'escargot pour l'ostéoporeuse, mais je ne connaissais pas pour les enfants. Mais non, pour la vanille à base de castor, ben, je vais savez pas, vérifier. vous le savez? Non, je ne sais pas. Ça existe. Ok, très bien. Et c'est pas marqué, c'est ça le problème. Ok. Il ne le marque pas. Est-ce que les oignons congelés sont concernés par le roi? Ok, alors. Donc il y a une question qui a été posée. Est-ce que les oignons congelés, est-ce que l'ail congelé, est-ce qu'il y a roi rat? Donc l'interdiction lorsque ça a passé la nuit de le consommer. Alors, je ne suis pas un spécialiste en roi rat, mais ce que je peux vous dire, c'est que Rav Moshe Feinstein l'autorise. Il dit que le roi rat, c'est uniquement sur des restes, et donc tout ce qui provient de l'industrie, il n'y a pas de roi rat. D'accord? Donc la plupart des Hercherim utilisent ces produits congelés. Il y a certaines Ashgachot notoires qui n'utilisent pas. D'accord?
On va dire qu'une fois que le il a fait ses Lidiava, il commence à lire. La Knia, c'est Lidiava aussi, non? Il y a un chambre éthérique. Celle ou de lui. Oui. Non, c'est pas chez les poissonniers, c'est des poissons qui sont vendus Sont gelés. et c'est marqué sur les ingrédients. Protéines de poisson. Alors, il faut lui demander de laver. Il avait été à froid. J'ai à froid, c'est très bien. Est-ce que cette ville, à la maison d'entrée de frotter? Oui, après la Quand on a un voyage, Les dragibus, là, c'est Et en fait, j'ai un problème avec le chocolat noir de Nestlé. C'est vraiment en fait qui est au lait parce que dans la cuve, c'est la verre d'expliquer. Et en fait, sur la histoire, Le Nestlé Nestlé. on m'a dit qu'il faut suivre le rabbin qu'on suit. J'entends. Le problème, c'est que je vais par exemple manger chez des amis qui eux vont utiliser le Nestlé Nestlé, que je ne suis pas forcément au courant. Et après, j'arrive dans un truc à me dire est-ce que moi aussi je peux l'acheter? J'ai compris. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez. Ce que vous faites, il faut continuer à le faire. Parce que ça, c'est une gestion du doute. D'accord? Donc, quelqu'un, s'il a géré le doute d'une autre manière, ça ne veut pas dire qu'il a mal fait. Mais après, il faut être peut-être plus vigilant. Et donc, ça veut dire que si on a un doute, et c'est pourquoi les mêmes céréales qui sont vendues en France sur la liste où il y a marqué Parvé, en Israël, ils sont vendus dans toutes les chaînes de Carrefour en Chalavi. Pourquoi? Parce que et la Rabbanout Harashit l'Israël, et le OU, et le Oka, et le Starkey, et tous les grands organismes de cacheroute aux États-Unis disent il y a présence de lait dans cette usine, il y a sur certaines lignes du lait, et il n'y a pas de surveillance sur place. Donc ça veut dire que l'usine, elle peut faire ses miel pop sur la chaîne A, sur la chaîne B, etc. Ce sont des chaînes mixtes. Donc on ne peut pas donner une cache-route parvée. D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'il y a forcément du lait dedans. Ça ne veut pas dire, mais l'obligation de l'organisme de surveillance est de dire warning, attention, parce qu'il peut y avoir du lait, et ça c'est comme. Mais il n'y a pas baptême à Chine, pas forcément. Pas forcément. Quand on a une cuve, c'est énorme. Oui. Et s'il reste des. Non, c'est pas des restes. C'est pas des restes. Parce que c'est pas des restes. C'est un composant du miel pop ou du je sais pas toutes les références, mais donc, pardon. Mais là, est-ce que ça veut dire que s'il y a des restes, etc., si on mange ça, c'est pour le gestion. On ne va pas aller jusque-là. Allez, arrête. Alors, c'est très simple. La question qui a été posée est une question récurrente qui est tout le temps posée. Monsieur le rabbin, j'ai découvert ces schnitzels vegan. Est-ce que je peux les consommer, oui ou non? Plein de choses. Alors, vegan, c'est 80% kasher. D'accord? Cela veut dire que chaque usine vegan où je suis allé, il y avait déjà 80% du travail qui était fait. Parce que la plupart des produits vont toujours demander donnez-nous de la glycérine végétale, donnez-nous pardon? Ils sont marqués les végans. Donc, il leur donne un ensemble de produits. Et il y a sur 20% où on n'est pas en phase. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, l'usine qui va faire des hamburgers de viande,
Elle dit, mais je vois qu'il y a de plus en plus des jeunes qui sont véganes. Et il y a, depuis cette année, entre 2022 et 2023, nous avons baissé de 3% notre production, donc notre chiffre d'affaires. Alors, il y a certains dans la communauté, ils disent, ben, on va augmenter les prix, d'accord? Chez un industriel donc, qui réfléchit différemment, il dit, ben, je vais peut-être aussi me mettre au vegan. Et dans les mêmes usines, dans les mêmes kélim, dans les mêmes ustensiles, avec les mêmes machines, il va faire un hamburger parfait. Parce que justement, il sait exactement comment faire, il a les machines pour le faire. Donc ça veut dire que c'est très possible que ces schnitzels vegan, ils sont faits à chaud, pasteurisés, dans une usine où il y avait de la viande. D'accord? Donc c'est des kélim, des ustensiles de viande. Donc quand je vous ai dit 80%, ça veut dire que c'est possible que pratiquement tous les ingrédients sont OK, mais c'est fait dans des ustensiles qui ne sont pas OK. Ou, un instant. Lorsque il va y avoir des arômes, des colorants, qui pour nous sont problématiques. Le vegan, il n'a pas de problème avec le yain nesser. Il n'a pas de problème avec du jus de raisin qui est fait par un goy. D'accord? Parce que c'est vegan, mais ce n'est pas cachère pour nous. Donc il y a quand même un ensemble de restrictions qui existent chez nous, qui n'existent pas dans le vegan. D'accord? Je dois juste sortir de la toilette 2 secondes, je reviens.